Salut et bienvenue dans Môme, le podcast qui parle du non-désir ou du désir d'enfant. C'est parti. Elle devient quoi alors? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Elle est une machine à faire des enfants? Eh bien, je n'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez, on les a maintenant, hein. Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et 2 enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? On met des enfants au monde puis on les élève pas, alors je trouve que c'est pas bien. Et quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler? Ça, je sais pas. Pourquoi vous poussez un soupir? Je m'appelle Laura et je vais à la rencontre d'êtres humains pour leur poser la question « Et toi, t'en veux des mômes ?» Pour ce 10e épisode, un épisode très personnel, vous allez entendre 3 personnes. Ma grand-mère, ma mère et moi. Certains sujets abordés sont parfois très douloureux, violence à la maison, enfants mort-nés, regrets. Bien entendu, le sujet reste toujours autour du non-désir d'enfant et du désir d'enfant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je peux commencer? Je m'appelle Micheline Roja. Je suis née à Gamela, au Portugal. Minha data de nascença, 12 de setembro de 1931. J'ai 88 ans. J'ai eu le premier enfant, je l'avais perdu. J'avais le deuxième, qui est né en 1956, qui avait 20 ans. J'ai Augusto, qui est né en 58. J'ai un autre deuxième garçon, qui est né en 1961, qui est Rino. Et j'ai Maria, qui est née en 64. Et j'ai été élevée avec ma mère et ma soeur jusqu'à l'âge de 22 ans. Avec ma maman, elle était trop dure. Il ne voulait pas que personne le fasse de reproche. Moi et ma soeur, souvent faisaient des bêtises. Et quand on venait, ils nous tapaient les fesses avec des sabots pleins de clous, juste à donner du sang dans leurs fesses. Sinon, elle allait à Pignel, il me mettait toujours avec elle, faire des courses. Après, il m'achetait des tissus pour apprendre à faire ma chemisette. Je faisais ma chemisette à moi, je faisais ma robe, je faisais les robes pour ma soeur, je faisais des chemisettes pour ma mère. Ils étaient très difficiles. Et je cousais à la main. Ma mère, il pêchait des vignes, il ramassait des branches de vignes pour 4 escudos. Ces 4 escudos, c'était rien. C'était rien, une journée de 8 heures jusqu'à 8 heures du soir. Et après, c'était moi qui avais pris la place d'elle, qui allait travailler à la place d'elle. J'étais jusqu'à l'âge de 12 ans à l'école. Mais ma mère, quand il y avait des olives à ramasser, moi j'étais chercher des petites olives qui étaient perdues. Il me séparait à l'école. Quand il y avait des coupées de seigle, j'allais ramasser les épilles perdues. Quand il y avait du blé, c'était pareil, il m'a levé de l'école. C'était un coup à l'école et un coup à ramasser des épis perdus, du blé, du seigle. J'allais pas tous les jours, donc très peu à l'école. La maîtresse n'obligeait pas à aller à l'école. Après, j'avais 12 ans. J'avais pas le droit d'aller à l'école. Il fallait trouver quelque chose pour gagner de l'argent. Je suis venue travailler ici à Pignel, dans une maison avec une dame, c'était 50 escudos par mois. C'était plus pour faire de la compagnie à la dame. Je m'occupais de lapins qui étaient dans une cage. Il fallait le donner à manger. Et après, j'étais travailler à Pereiro, chez une dame riche aussi, jusqu'à 17 ans. Et après, à 17 ans, j'étais coupée de seigle. Jamais j'avais pris une fausse cire dans ma main. J'étais avec ma mère, j'ai coupé 3 fois les 7 doigts. Et ma mère, il faut que tu continues. Il faut continuer. Et il m'a pris comme ça. Et l'après-midi, j'étais partie pour Guarda, à paix. À Guarda, il y avait une place de gens. Et après, c'est le patron qui venait choisir les gens pour travailler, pour couper le seigle. Ils étaient loin, ils ont resté une semaine dans une ferme, à couper du seigle aussi toute la semaine. Et le monsieur était très content avec moi. Mon papa, il est parti quand j'avais 4 ans et demi. Il était en bateau au Brésil. Pour gagner un peu de sous, il n'y avait rien. Ils ne gagnaient pas de sous, ils étaient mal payés. Pendant 6 ans, on n'avait pas de nouvelles de lui. Moi, je m'appelais plus de lui. Et ma mère, elle pensait qu'il était mort, parce qu'il y avait plein de gens de Portugais qui s'étaient tués là-bas.
Et après, nous écrivait, mais pendant 6 ans, on n'a pas eu de nouvelles. Parce que c'était le gouvernement qui a ramassé leurs cartes et ne les laissait pas passer. Il les lisait, s'il y avait quelque chose contre le gouvernement, il ne venait pas. Il ne laissait pas passer. Il y en avait d'autres qui étaient toutes ouvertes. Nous, on continuait d'envoyer des lettres. C'est moi qui écrivais à mon père. Le cher père. Et lui, ça le portait au cœur. Mon père, il m'aimait bien. Et un jour, il y a une lettre qui arrive. Elle était bien, c'était lui. Et pour le mariage, je l'avais dit, je vais me marier avec un garçon de Gamela, que venait à mon mariage. Il m'a dit dans la lettre, il m'a répondu à la lettre que je lui ai envoyée, il m'a dit, qui bien fait le lit, bien se couche. Qui mal fait le lit, mal se couche. Il m'a pas autre chose que ça. Et le samedi avant le mariage, il arrive à Gamela. Je vois un taxi qui arrive, il y a un monsieur qui sort avec une petite valise. Et pour la photographie, j'ai vu tout de suite que c'était lui. C'est mon père, c'est moi, ma fille. Mon mariage, c'était 28 novembre 1953. On était à l'église, on était déjà mariés à la mairie ici à Pignel, un mois avant. Et après, on se mariait à l'église de Paréro. On est venu faire la fête à Gamelas, faire un gros repas. On avait 50 personnes. On a mangé, on avait le bal aussi. J'ai dansé avec lui et je me suis mis à pleurer. Et il m'a dit, tu regrettes de te marier? Je lui ai dit non, mais j'ai perdu toute ma liberté. Il n'a pas me se coucher. Ils ont fait l'amour. La première fois, oui, la première fois. Je m'appelle Maria, j'ai 55 ans, 2 enfants, un garçon et une fille. J'ai été secrétaire administrative pendant plus de 30 ans en région parisienne. Et puis depuis 4 ans, nous sommes arrivés en Vendée où on s'occupe de chambres d'hôtes et gîtes. Je suis née au Portugal, j'ai une sœur et 2 frères. On a vécu là-bas jusqu'à mes 6 ans. Mon papa, lui, est parti en France tout seul lorsque j'avais 4 mois, donc en 1964. Et on est resté là-bas donc avec ma maman qui s'occupait de nous et notre papa envoyait de temps en temps de l'argent comme il pouvait à maman pour qu'elle puisse nous élever. Et puis en 1970, si je dis pas de bêtises, 1970, mon papa est venu nous chercher et on est partis 3 enfants, c'est-à-dire ma maman déjà, mon papa, mes 2 frères et puis moi. On est venus en France où mon père avait trouvé un appartement et ma sœur est restée là-bas au Portugal. Elle a fait toutes ses études là-bas chez une personne qui la logeait. C'était la maman de son futur mari. Je m'appelle Laura, j'ai 30 ans, je suis née en avril 1990, en région parisienne, en France, et aujourd'hui je vis à Paris. J'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi. Mes parents sont toujours ensemble, mon père a des origines polonaises et ma mère est immigrée portugaise. Je suis quelqu'un de très curieuse, donc j'ai un peu de mal à définir ce que je fais aujourd'hui dans la vie, mais en un mot, ce serait archibrodeux pâtisse codie podcastographe. Après, mon mari il est parti en clandestine, en France, en 64. C'était l'année de sa maman. Elle est née en avril et il est parti en juin. Maria, elle avait 3 mois quand mon mari est parti. Je crois que c'était le 10 juin, si je ne me trompe pas, que c'était le 10 juin qu'il est parti. Avec 3 autres garçons, 3 autres messieurs. Ils étaient garçons, ils n'étaient pas mariés l'un à l'autre. Ils sont partis et il m'a laissé 11 000 escudos. C'était pour donner au passeur. Je suis restée toute seule avec mes 4 enfants. Il fallait travailler pour nourrir. J'ai coupé du seigle. J'ai pêché beaucoup de terre pour semer des pommes de terre. Il a resté 6 ans en France. Mais il venait tous les ans, le Noël. Donc après, il venait nous chercher. 6 ans après, je suis partie avec les 3 enfants. Il y avait Maria, Augusto et Carino. Et bien, maintenant, il est resté là, à l'école, parce qu'elle était très intelligente. Et la professeure, elle m'a dit, surtout, vous n'emmenez pas Benvinda. Laissez-la en train d'étudier. Comme ça se passait. Il voulait m'emmener correctement. Pas clandestine, en France. Avec des billets, tout ça. Des passeports et tout ça, mais il ne pouvait pas. C'est une chose très difficile. Il voulait que quelqu'un se responsabilise pour moi et les enfants, mais il fallait revenir 1 an après, au Portugal. Il a dit non. Mais si je l'emmène, ce n'est pas pour qu'elle revienne, c'est pour rester là-bas. Ça non. Alors je vais me débrouiller, je vais essayer
Ils les emmenaient comme ça, clandestine. Clandestinement, avec 3 enfants, c'était difficile. Hein. Donc, mais là, il y a un taxi qui venait nous chercher jusqu'à Villa-Formosa. Villa-Formosa, papy, il a été dans le train, dans la gare de train. Et nous, on était à pied dans l'Espagne. Parce qu'il était droit d'Espagne à la frontière espagnole. Le train était arrêté. On était en train d'attendre dans un café, tout à bord de la gare où le train s'arrêtait. Il y avait beaucoup de monde qui allait en clandestine ces jours-là. Et après, on a attendu le train qui venait. Tout le monde sortait, tout le monde était dans le train. Et moi, j'avais 3 enfants, je ne pouvais pas aller vite fait. Quand on est allé, il y avait d'autres personnes qui étaient déjà prises par le carabinier. C'est comme une police, c'est espagnol. Et moi, j'avais le chicote. J'ai dit, ils vont nous attraper, qu'est-ce que je fais avec 3 enfants? On n'avait pas de passeport. Le train, il s'arrête. Et après, on a monté le train. On est arrivé à monter le train. Dans le train, il y avait le réviseur qui venait réviser le billet. Le mari, il était avec l'œil pour voir s'il y a quelqu'un qui venait. Mon mari me dit, sautez dehors. Il y a le réviseur qui vient réviser le billet. Il est resté jusqu'avec Maria, qu'elle était petite. Ils ont sorti avec 2 enfants. Quirino et Augusto, en train de bricoler pour faire voir qu'ils jouaient avec. Juste le contrôleur, il passe. Le contrôleur est passé, mais mon mari me fait ça. Venez. Il est entré. Et après le train, il a marché toute la nuit. Dans le train, il y avait plein de monde qui était clandestine aussi. Et il a dit à monsieur, j'ai ma femme qui est là, et mes 3 enfants, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment que je vais le passer. Et le monsieur, il a dit, vous inquiétez pas, moi je passe le mien, je passe votre femme. Le train, il s'arrête à Iron. C'est espagnol. On a sorti du train, nous on était avec le monsieur. Et papy, il était tout seul. Il allait passer à la frontière. Nous, on ne passait pas à la frontière, on passait par derrière. On a été marcher à pied pas mal de temps. Après, on a monté dans la voiture. Donc, on était 11 dans la voiture. Le monsieur nous emmenait jusqu'au côté de la gare, à Andaille. On était déjà en France. Mon papa, puis, il devait arriver aussi. Il arrivait d'un côté et nous arrivait d'ici. On a monté dans notre temps jusqu'à la gare d'Austerlitz. Et c'est comme ça que c'est passé. Et donc à l'âge de 6 ans, je suis arrivée au CP avec mes 2 autres frères. On est arrivés tous les 3 dans la même classe. Et puis ensuite j'ai suivi ma scolarité, mais assez mal parce que j'étais pas une très bonne élève. Je parlais pas français, c'est un fait. Et j'ai vraiment très très peu de souvenirs même de cette partie-là au niveau de la primaire. C'est vraiment des souvenirs très brefs. Et puis ensuite, je suis partie faire un CAP d'aide comptable sur Arpajon, où là j'ai fait 4 ans dans cette école-là. Et puis sortie de là, j'ai dû rester, je crois, 1 an au chômage. Et puis je suis partie travailler à la Samaritaine, dans les grands magasins Samaritaine en tant que caissière. J'y ai travaillé pendant 15 ans. Et puis en 1999, si ma mémoire est bonne, je suis partie faire un bac en ce qu'on appelle en FONGECIF. Donc pendant 1 an, j'ai quitté l'employeur pendant 1 an et je suis retournée avec des collégiens, des lycéens plutôt, qui devaient avoir 17-18 ans. Et pendant 1 an, j'ai été dans cette école-là pour passer mon bac, ce bac secrétaire administrative. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Au collège, ça s'est assez mal passé parce que j'ai été beaucoup rejetée par les autres, principalement sur des critères physiques. Du coup, je me suis beaucoup réfugiée dans les jeux vidéo, les chats et les forums. Et au moment de choisir un lycée, j'ai demandé à mes parents de rentrer en école d'art parce que, je cite, j'adorais jouer aux Sims et construire des maisons. Au lycée, ça s'est pas beaucoup mieux passé, mais cette fois c'était avec les professeurs. Je comprenais rien à l'art, ça ne me touchait pas du tout, j'avais des sales notes, et je rentrais tous les mercredis en pleurant parce qu'on devait dessiner dehors avec un grand bambou et j'y arrivais pas du tout. Et je me souviens aussi de ce conseil de classe où il y a une professeure qui m'a, entre guillemets, conseillé de me réorienter vers le secrétariat ou la comptabilité, parce que j'y arriverai jamais. Et puis, fin terminale, j'ai fait une rencontre au Centre Pompidou, Louise Bourgeois. Je vous rassure, je l'ai pas vraiment rencontrée. À la sortie de l'expo, j'étais complètement chamboulée et super émue, et ça a complètement changé ma vision de l'art. Mais j'ai quand même eu mon bac super limite. Après, je suis rentrée en école d'architecture à Paris, après avoir passé 14 concours dans la France entière. J'étais un peu déterminée. J'ai adoré ces études, j'ai bossé comme une acharnée et je suis partie en Erasmus en Finlande. 6 ans après, mon diplôme en poche, j'ai quitté Paris pour Toulouse, pour une histoire de cœur. Et j'ai travaillé 2 ans avec un architecte, c'était trop cool.
Et puis je suis revenue à Paris parce que, entre-temps, j'avais passé un concours pour entrer à l'école 42, l'école de programmation. Ça a duré 1 an où j'ai beaucoup appris, et puis j'ai été épuisée de me battre contre toutes les formes de sexisme et d'injustice qui sont présentes dans cette école. Donc je l'ai arrêtée il y a pas longtemps. Et puis aujourd'hui, je suis en train de passer mon CAP de pâtisserie. En France, j'ai resté quelques mois sans travailler. Et papy m'a dit, si tu ne trouves pas de travail, je vous emmène au Portugal. Avec ma paye, je ne peux pas vous nourrir. Tu te voulais. Rien, on n'a fait rien. Je ne connaissais pas la langue. C'est pas facile. Un an après, j'ai été travailler à Garde-Bourret, dans un café. Il avait le linge à la main. Il nettoyait la chambre parce que c'était un café et pension. Après, de là, je faisais du ménage. Que de ménage. Je marchais à droite et à gauche. Allais à pied et je venais à pied. Après, j'ai travaillé pour la comtesse de Saint-Vrain. Je faisais le manger, je faisais le ménage, je faisais le lavage, le repassage. Je gardais Antoine, tout. Je me suis oubliée de trouver du travail. Personne ne m'avait trouvé de travail, c'est moi qui avais trouvé, pour moi et pour mes enfants. J'ai ramassé ce que je pouvais. Mais plus j'avais, plus elle voulait que je travaille. Il fallait m'occuper des enfants. C'était difficile. J'ai quelques mauvais souvenirs, mais j'ai pas franchement de bons souvenirs. Je pense que mon inconscient veut que ce soit plus ou moins oublié, une partie en tout cas. Tout ce qui était plus négatif, c'est-à-dire mon papa qui frappait ses enfants, qui criait énormément après ma maman, voilà, toujours des conflits très forts avec le papa, qui ne supportait, je pense, pas les enfants. Je pense que c'est pas forcément qu'il aime pas les enfants, mais papy, il aime bien que ça marche tout droit. Et quand il dit quelque chose, il faut que ce soit comme il dit lui, même s'il a tort, il faut lui dire oui, quoi. Tout ce qu'il disait, il fallait le faire. Je me rappelle à l'époque où j'étais à l'école, ça m'est toujours resté marqué. Je faisais mes devoirs dans ma chambre, ce qui était tout à fait normal. Et mon père arrivait, il éteignait la lumière. Moi, j'étais très têtue, donc je rallumais la lumière. Mon père arrivait, il éteignait la lumière. Je la rallumais, ça durait 2-3 fois jusqu'à ce que je me prenne une bonne dose de baffes, voire des ceintures, des coups de ceinture, parce que c'était plutôt les coups de ceinture avec papy. Et il réteignait la lumière, donc je pouvais plus faire mes devoirs. Je pense que c'est pas forcément dû à ça que j'étais mauvaise élève, mais je pense que ça a dû contribuer aussi au fait que j'ai toujours détesté l'école. Et puis après, je faisais mes devoirs pour éviter qu'il gueule un peu trop. Je faisais mes devoirs dans la cuisine et je faisais à manger en même temps. Ce qui fait que je retournais à l'école avec des cahiers qui étaient tachés de graisse ou de choses comme ça. Et puis à l'école, je me faisais engueuler parce que mes cahiers, ils étaient sales. Et à la maison, je me faisais engueuler parce que j'usais de l'électricité ou de l'eau ou des choses comme ça. Parce qu'on ne pouvait pas trop se laver comme on voulait non plus. Je prenais mes douches quand papy partait travailler. Le samedi et que moi, j'allais pas à l'école, je mettais toutes les casseroles qui étaient disponibles dans la maison sur le poêle à bois. Je faisais chauffer l'eau comme ça et puis j'allais me laver dans une baignoire qu'on appelait baignoire sabot, où je mettais toute l'eau que j'avais pu mettre dans toutes les casseroles. Ça allait de la plus grande casserole jusqu'à la toute petite. Mais je le faisais pendant que papy n'était pas là. Le reste du temps, c'était laver au gant de toilette avec de l'eau froide, tout simplement. J'avais toujours des vêtements qui étaient démodés, des vêtements qui étaient donnés. Jamais eu de vêtements neufs. Très, très rare. Au mariage de ma sœur, uniquement, je crois. Je pouvais jamais rien faire, je pouvais jamais avoir des amis à la maison, je pouvais pas sortir. Quand je sortais, j'avais pris une habitude en fait de mettre un papier au niveau de la fermeture de la porte. Et en revenant, quand je voyais que le papier n'y était plus, ça veut dire que mon père était rentré et j'étais sûre que c'était les coups qui tombaient le soir. Je pense qu'il faut empêcher les enfants de faire des bêtises en leur montrant qu'on est là pour les aider, pour éviter qu'ils en fassent trop, parce que nous, des bêtises, on en a fait aussi. Bien que je pense que j'en ai pas fait énormément, de peur justement de mon papa. J'ai jamais fumé plus à cause de mon père qu'autre chose, je crapotais. Et je faisais souvent sous les lits de mes frères, parce qu'il y avait Augusto qui fumait, donc sous les lits, j'y allais toutes les semaines regarder s'il n'y avait pas une cigarette qui était tombée. Et puis quand il y avait une cigarette, je la prenais et je la fumais. Mais après, voilà, un peu trop bridée quand même à mon goût. Mais plutôt côté papa, quoi. Mamie, elle était gentille, mamie. Elle prenait très souvent notre défense au risque, elle, de se faire engueuler. Mais j'ai jamais vu mon papa taper ma maman. Je l'ai vu lever la main, mais j'ai vraiment aucun souvenir d'avoir vu mon père taper ma mère. Beaucoup d'engueulades, ma maman pleurait régulièrement, ça j'en ai le souvenir.
Par contre, ces 2 garçons et puis moi, c'est-à-dire mes 2 frères et moi, c'était assez régulièrement. J'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence dans une grande maison de banlieue, avec jardin situé en lisière de forêt, et pas loin de la voie ferrée d'une petite ville dortoir d'environ 3000 habitants, au fin fond de l'Essonne. Avec mes parents, ça se passait pas très bien. Ma mère a toujours eu envie de bien faire, et même si elle est pleine d'amour, elle a toujours été très stricte, jugeante et fermée sur beaucoup de choses, et étonnamment ouverte sur d'autres. Et comme je savais qu'il y avait des choses qu'elle ne serait pas prête à comprendre, il y avait beaucoup de mensonges et de disputes. Pour elle, la famille et tout ce qui gravite autour, c'est quelque chose de très important. Et les repas de famille, le soir, ensemble, c'était hyper sacré. Mon père, lui, il est plus solitaire et lunatique. Il était parfois très flegmatique et parfois très strict. Il a été un peu violent, et le baromètre de sa violence dépendait de son humeur du jour. Ça allait de cris à des plats cassés, à des coups de chaussons. Et puis un jour, je me suis confrontée à lui, et il a arrêté. Du coup, j'ai toujours eu une communication compliquée avec mes parents, une non-communication. En fait, je pense qu'on est juste très différents et un peu pudiques. Après, c'était pas les pires parents du monde, ils étaient souvent là, ils nous ont beaucoup donné et beaucoup appris, mais je pense qu'ils étaient juste maladroits. Aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux, on discute régulièrement et on passe de bons moments ensemble, mais ça reste assez superficiel. Il y avait 3 mois, peut-être que je travaillais à la Samaritaine. Comme j'y étais vraiment pas bien du tout, chez papy et mamie à Saint-Brin. Une semaine avant Noël, j'ai acheté des cadeaux pour mon père, ma mère, mes 2 frères, que j'ai laissés sur la table avec un petit mot, en disant que je partais définitivement vivre avec quelqu'un en région parisienne, enfin sur Paris. Donc j'ai laissé mon numéro de téléphone, si jamais il voulait me joindre. Et puis j'ai pris mes affaires et papa était venu me rejoindre à la gare de Marolles. Et il a conduit la voiture pour aller donc à Saint-Denis, parce qu'on a habité à Saint-Denis pendant 1 an. Et je suis partie là-bas et j'ai pas eu de nouvelles de mes parents pendant au moins 1 mois. Et puis je crois que c'est au bout d'1 mois, il y a un de mes frères qui m'a téléphoné, je ne sais plus lequel, en me disant d'appeler maman, qu'elle pleurait tout le temps et qu'elle voulait avoir de mes nouvelles. Et du coup, j'ai téléphoné à mamie et j'ai entendu mon papa hurler derrière en disant « Elle n'a qu'à venir, la grosse vache », en parlant de moi forcément. Donc c'est vrai que je pense que ça a dû être dur pour lui, mais ça l'a été aussi pour moi pendant des années. Et puis, j'ai dit à ma mère, on va venir le week-end prochain, mais si papa il a le malheur de dire quoi que ce soit, je prends mes affaires et je m'en vais. Enfin, je pars avec mon sac et je m'en vais et vous me verrez plus jamais. Et puis, on est arrivés, donc papa et moi, chez papy et mamie. Papy était dans le jardin et on s'est assis sur le fauteuil de la salle à manger. Il y avait la télé qui était en face, donc il y avait mamie aussi. Et puis d'un coup, on a entendu la porte de la chambre, parce qu'en fait, c'était une maison où il fallait passer dans toutes les chambres pour accéder au jardin. Et en fait, j'ai entendu la porte claquer et j'ai pris mon sac sur mes genoux et j'ai dit à papa, mon père arrive, je pense qu'on va pas tarder à partir. Et en fait, papy est arrivé en marchant très très vite avec un visage très fermé, mais un peu énervé, je dirais beaucoup même. Et en fait, il s'est arrêté devant nous, il nous a regardés, il a serré la main à papa, il m'a fait la bise, il s'est assis et il a rien dit. Et on est restés. Du coup, on va passer à la partie questions. Tu l'imaginais comment ta vie quand tu étais petite ? J'avais pas d'imagination. Jamais pensé de sortir du Portugal. Jamais, quand j'étais jeune. Pour travailler dans la terre comme d'habitude. J'avais pas l'autre moyen. Non, travailler dans la terre, servir des gens, c'est tout. Je l'imaginais pas du tout. La seule chose que j'imaginais, c'est être mariée, chose que j'ai toujours pensé que je n'aurais jamais eue. Être mariée et avoir des enfants. C'est le seul souvenir que j'ai. Je ne voulais pas faire un métier particulier, voilà. Être une mère de famille avec un travail et un mari, tout simplement. Pourquoi tu as fait le choix de la maternité ou non ? Parce que vraiment au départ, j'ai voulu le faire parce que j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants et j'avais 24 ans et demi et je me suis dit, il faut le faire maintenant ou il ne faut pas le faire. Je ne voulais pas être une maman trop vieille. Donc oui, j'ai dû avoir mon premier enfant, donc toi en l'occurrence, je devais avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est le désir que j'ai eu. On en a parlé avec papa et papa il était tout à fait d'accord. On n'était pas encore mariés, mais c'est venu après. Voilà. Et le deuxième est venu parce que j'ai toujours voulu avoir un minimum de 2 enfants et je ne voulais pas qu'ils aient un écart trop grand au niveau de l'âge. Donc le jour où j'ai accouché de toi, Laura, j'ai dit, mon deuxième enfant, il n'aura pas plus de 2 ans de différence, dès le lendemain de l'accouchement. C'était naturel. D'avoir des enfants, c'était naturel.
Avoir des enfants, c'était du plaisir. Après marié, oui. Avant, non. Avant, j'avais pas de relation avec lui. C'est juste le jour du mariage que j'ai eu des relations avec lui. Mais je me pas un bisou. C'était lui qui voulait aussi. Hein. Il voulait aussi. Moi, tout seul, je ne pouvais pas le faire. C'est-à-dire, je voulais pas. Hein. C'était un plaisir de lui. Quand il voulait le faire, il faisait. Quand il ne voulais pas, il ne faisait pas. Je n'étais pas la graine. Hein. Il a foutu dehors. Quand il ne voulait pas. C'était un plaisir à tous les deux. Mais quand il ne voulait pas, il ne me faisait pas de plaisir à moi non plus. Il faisait plaisir à lui, mais pas à moi. Donc, on n'avait pas d'enfant. C'est lui qui a décidé de ne pas faire. En fait, j'ai jamais ressenti l'envie et je me projette pas du tout avec un enfant. Contrairement à certaines personnes, ça m'apparaît pas du tout comme une évidence et une suite logique. Du coup, ma non-envie d'enfant, elle est aussi difficile à expliquer qu'une envie d'enfant, parce que c'est pas quelque chose qui trouve une explication ou une raison. Par contre, si je venais à changer d'avis, puisque c'est quand même une remarque que j'entends souvent et qui m'énerve beaucoup, je préférais largement l'adoption. Parce que je considère qu'il y a beaucoup trop d'enfants sur Terre qui attendent qu'on leur donne de l'amour et qui attendent de vivre, tout simplement. Donc je préférais m'occuper déjà de ces enfants-là plutôt que d'en rajouter. Et l'autre chose, c'est que moi, j'ai pas besoin d'un enfant à moi. Je suis quelqu'un de très peu possessive et je considère pas l'enfant comme ma possession ou la continuité de moi-même, c'est un être à part entière. Et pour moi, le rôle de parent, c'est de donner tous les outils à un être humain. La curiosité, de l'amour, l'apprentissage, et encore, tu pourras pas tout lui donner, pour qu'il puisse ensuite se débrouiller tout seul dans la vie. La dernière chose pour laquelle j'ai pas envie d'enfant, c'est que pour moi ça représente un travail et des contraintes immenses. Alors je dis pas que je serais pas capable d'être mère, je pense que si je le voulais, il y aurait pas de problème. En revanche, je suis pas prête à donner tout ce temps-là pour un enfant. Moi j'ai un besoin de voyage et de nouveautés assez constant. Après je dis pas que c'est impossible avec un enfant, mais c'est une contrainte supplémentaire, une énorme contrainte supplémentaire, et j'ai pas envie de la rajouter dans ma vie. Et c'est aussi une perte de liberté assez importante dont j'ai pas envie de me priver. Et il y a clairement des choses que je ne pourrais pas vivre ou ressentir si j'avais un enfant, tout comme il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas vivre ou ressentir en n'ayant pas d'enfant, bien sûr. En revanche, il y a quelque chose qui m'attire beaucoup, puisque moi j'ai pas de problème avec les enfants, je les déteste pas. Ça serait d'être famille d'accueil quand je serais un peu plus âgée, vers 60 ou 70 ans. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être cette question de la transmission, ou le fait que dans mon imaginaire, je trouve que les personnes âgées et les personnes assez jeunes, ça matche plutôt bien. On a toutes les deux des choses à s'apprendre, c'est très complémentaire, je trouve. Est-ce que tu peux me raconter tes grossesses et tes accouchements? Les enfants, le premier, j'ai eu 54 à l'hôpital. Le premier qu'à moi. Moi, j'avais 23 ans. C'était l'hiver, c'était en décembre. C'est le médecin qui est venu me chercher chez moi. Parce que moi, je ne me sentais pas bien. J'ai dit, mais je vais mourir là. Plus fort, c'était tout. Je me voyais partir. Le docteur, il était tout de suite avec une infirmière. Il me dit, on ne peut rien faire ici. Il faut l'emmener à l'hôpital. Donc, ils me sont emmenés à l'hôpital. Moi et Joachim, papy, ils me sont mis à compter. Ils me sont anesthésiés. Ils me sont coupés. Ils me sont fait 3 ou 4 points dans la boucle du corps. Ils me sont coupés pour enlever le bébé qui ne sortait pas. Je suis trop serrée. Et derrière, c'est le trou du cou est complètement presque fermé. Et après, il a senti la dame, préparez-vous pour lever le bébé. Et quelques secondes après, ils sont revenus, ils disent, c'est pas la peine, il est mort. Ils sont mis le fer pour pousser, pas de doigt, ils sont plus. Oui, c'était de fer que mettait. Dans le temps, c'était de fer comme une tenaille qui coinçait le bébé, il poussait. Je me suis réveillée, c'était le même jour, je crois, et je n'étais pas bien réveillée. Et je voyais le plafond plein de raisins pondus. On fait ça chez nous, on faisait ça chez nous, maintenant ils ne font plus. Ils mettaient des ficelles, ils pondaient des raisins, que ça séchait, il y avait des raisins pour toute l'année. J'avais faim. Si vous pouvez monter là-haut, je piquais un raisin. Mais je ne pouvais pas m'enlever. Oui, dans la chambre de malade, à l'hôpital. Là, je pensais, je me disais, j'étais enceinte. Où il est mon bébé? Et après, une dame qui est venue, il me dit, je vous le montre tout à l'heure. Mais je vous me promettez que vous ne pleurez pas. Je vous jure que je ne pleure pas. Je n'ai pas pleuré. Il montait le bébé, mais je ne m'appelle pas le visage. Je m'appelle juste qu'il y avait un cheveu noir, une grande cheveux, là, tout noir. La figure, je ne sais pas comment il était. Il l'a mené dans une boîte sociale. Avec un mélange. Moi, je suis restée que 3 jours à l'hôpital. Je ne pouvais pas rester plus, je n'avais pas d'argent pour payer.
on n'avait pas d'argent. Moi, je pleurais pour perdre le bébé. Je pleurais, lui, il m'a dit, on va faire un autre. T'inquiète pas, on va faire un autre. Alors, ça a passé peut-être un an. J'avais le deuxième, qui est né en 1956, qui avait une vinda. Il manquait pas beaucoup pour être né dans la campagne. On était coupés de siècle, très loin. J'étais de douleur et je restais comme ça. Ma mère s'est aperçue, il me dit, partez, vous allez voir le bébé ici. Là, je suis partie à la maison. Le Benvinda, il est né au lendemain, à 8 heures, dans le lit, dans la maison. Il y avait cette femme qui était avec moi à l'hôpital, qui était là avec moi. C'était une sage-femme. Et là, c'était elle qui a ramassé tout le bébé. Il attendait qu'arrive l'heure de sortir le bébé. Pour attraper le bébé. Et après, quand sortait le bébé, il y a le bébé vient enveloppé. Le bébé vient enveloppé, il vient enveloppé. Et après, ils sont sortis le bébé. Il y a quelque chose qui reste encore, qu'il faut attendre que ça sorte. Et papa, il était le jeté dans la campagne. Le placenta. Voilà. Après, on a attendu pour faire qu'Augusto, en 58, Augusto, il est à la maison. Dans le registre, il est 59. S'il avait enregistré mon fils en 58, il allait en trope un an avant. À trope, service militaire. Et donc, il a enregistré en 59, c'était 2 ou 3 jours après, en 59, pour retarder un an. Il n'y a pas que mon mari, ma soeur et mon frère ont fait la même chose. Et puis on a attendu encore 2 ans, presque 2 ans. Il est né en 61. Il y a 3 jours et 3 nuits qui souffrait. Et le patron de terrain est venu, il me dit, je ne peux pas vous entendre souffrir comme ça. De notre maison à la maison d'elle, c'est écoulé. Il entendait tout. Quand je pleurais, je vais appeler Buto, il s'appelait Buto, monsieur, le taxiste, que vous emmène à l'hôpital. Je ne voulais pas y aller parce que ça se passait mal. Quand j'ai eu le premier enfant, j'avais peur. Ils sont venus avec la voiture, ils me sont attrapés par la tête, et par le dos et par la jambe, ils me sont obligés d'entrer dans la voiture. Et le monsieur, le taxiste, il me dit, vous inquiétez pas que je vais passer par des chemins pleins de pierres. J'ai une soeur qui a un bébé comme ça. Ils ont arrivé tout près de Miel, à l'hôpital. Le taxiste me dit, si vous entendez quelque chose, vous me dites que je m'arrête tout de suite. Et le voiture faisait des sauts. J'ai entendu la l'eau qui craquait la l'eau. Mais moi, je croyais qu'elle pouvait faire pipi. Je suis sortie de la voiture, j'étais derrière ma pierre pour faire pipi. Et c'est le bébé qui a sorti. Après, on a attendu encore. C'est Maria qui est venue. Et Maria, elle est née en 64, 3 ans après, plus 3 ans. C'était pour les élever mieux. Benvinda, Augusto et Maria, ils sont nés à la maison. Il y a 2 ans, on faisait un enfant. Il y a des gens qui dans le parto, tu sais qu'est-ce que c'est? Quand on a des bébés, on a 2 seins, comme la menstruation. Donc, on a attendu. Plus on donnait du lait au bébé, plus la menstruation se retardait. Il ne venait pas. Tu comprends? Parce que si on n'a pas les règles, on ne peut pas avoir du bébé. Donc, plus donner du lait au bébé, les règles ne venaient pas. Le temps que je donnais du lait au bébé. Une fois que j'ai laissé de le donner, les règles, ça venait, il me faisait autre bébé. Oui, il donnait du lait, il ne peut pas avoir d'autre. Le temps que je donnais du lait, il ne pouvait pas attraper d'autres bébés. Parce qu'on voulait que le bébé était plus grand. Je n'étais pas pressée. C'est pour ça que je donnais plus de lait au bébé, il ne peut pas avoir d'autre. Tout de suite. Plus j'attendais que je donnais du lait, mais après le lait, on ne mangeait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup à manger. Et le lait, il séchait, il n'y avait pas beaucoup de lait, parce que je ne mangeais pas bien. C'était la misère. C'était comme ça, la vie, c'était comme ça, c'était dur. Après, mon mari, il est parti en France, en 64. On ne pouvait pas faire de bébé à cette époque-là. La grossesse, j'ai que des bons souvenirs. Les plus beaux souvenirs, c'est quand tu vois ton gros ventre et puis que les mouvements du bébé font bouger ton ventre. Tu sens le talon, tu sens plein de petites choses. Le seul truc désagréable, moi qui dors sur le ventre, je ne pouvais plus dormir sur le ventre. Après, non, il y a eu le fait que quand j'étais enceinte de tous les deux, j'ai énormément vomi les 3-4 premiers mois.
où j'étais pas bien. Donc j'ai perdu, pour toi, Laura et Jérémy, j'ai dû perdre, je crois, entre 4 et 6 kilos les 3 premiers mois de grossesse. Mais après, à part ça, non. Au niveau de l'accouchement, j'ai failli broyer les doigts de papa, mais à part ça, ça va aussi. Parce que c'est vrai quelque chose qui est quand même assez dur. Alors, les 2 accouchements se sont faits à la clinique à Évry, en 1990 pour toi, en 1992 pour Jérémy. Pour toi, je n'ai pas eu la péridurale parce qu'en fait, on est arrivé un peu trop tard et ils n'ont pas pu la faire. Et au niveau je me rappelle que c'était des douleurs assez intenses. Puis j'ai accouché, je sais même plus, peut-être en 4 heures de temps, hein, quelque chose comme ça. J'ai plus trop vraiment la notion du temps. Voilà, j'ai dû rester, je crois, 4 jours à l'hôpital. Je me suis même mise à pleurer la veille de la sortie parce qu'en fait, Laura ne prenait pas de poids et les bébés, on ne peut sortir de l'hôpital que quand le bébé a repris le poids, un poids normal en fait. Tu avais attrapé la jaunisse et on m'avait dit la veille, si elle n'a pas atteint un certain poids, vous ne pourrez pas sortir de l'hôpital. Et c'était en plus le jour de mon anniversaire. Et en fait, j'ai commencé à pleurer un petit peu. Parce que je voulais absolument sortir. Quand tu as été pesée le lendemain, ton poids était arrivé vraiment au niveau où eux, ils voulaient absolument que tu sois arrivé. Puis voilà, on est rentré à la maison avec papa qui était venu me chercher. Et puis pour Jérémy, donc 2 ans après, à 4 heures du matin, j'ai accouché plus rapidement, en espace de même pas 2 heures, j'avais accouché. Et puis pareil, j'ai dû rester à l'hôpital 4-5 jours parce que à ce moment-là, quand il n'y avait rien de particulier, on sortait très rapidement des cliniques. Il n'y a pas eu de forceps, ça c'est sûr, pour aucun des 2. Toi, oui, il y avait eu une épisiotomie. Quand le bébé il sort, en fait, c'est pas assez large. Donc en fait, il te coupe un petit peu, de façon à ce que la tête du bébé puisse sortir. Et après, ils te recoupent. Non, ils n'ont pas demandé. De toute façon, à mon avis, ils n'auraient pas eux, fait la coupure. Je pense que ça se serait déchiré automatiquement. Je pense que la plupart du temps, ils ne demandent pas, hein. Très rare. Hein. Peut-être encore maintenant, mais je sais pas. Et puis après, au niveau d'élever les enfants, c'est vrai que ça a été assez difficile. Peut-être plus pour Laura que Jérémy, parce qu'en fait, j'étais maman pour eux la première fois, donc c'est vrai que c'est pas évident. Et puis j'ai toujours eu l'impression que Laura pleurait beaucoup plus, ou alors c'est parce que moi je ne savais pas m'y prendre peut-être, mais toujours une impression que elle pleurait pour un rien. Et il y a eu des fois, en effet, j'ai peut-être été une mauvaise mère de ce côté-là, c'est que je la laissais pleurer parce que je savais plus comment faire. Et donc papa, il travaillait en matin et quand il rentrait sur les coups de 14 heures, j'étais bien contente qu'il arrive à la maison pour m'aider parce que c'est vrai que j'en pouvais plus à un moment donné. Mais je pense que c'est dû au fait, en effet, que quand on est maman pour la première fois, même si on en a vraiment l'envie et qu'on n'a personne en fait à côté, c'est ce qu'ils appellent en fait un peu le baby blues. Je pense que c'est ça. Et puis voilà, après, quand Jérémy est arrivé 2 ans après, je savais un petit peu ce que c'était, donc je savais mieux m'y prendre. Et puis peut-être que vous n'avez pas non plus le même caractère. Et surtout moi, je pense vous avoir élevé peut-être différemment dans le sens où je savais pas m'y prendre avec toi et j'ai peut-être su mieux m'y prendre avec Jérémy. Peut-être. Maintenant, avec du recul, pour moi, c'est que entre guillemets du bonheur. Quel est le premier souvenir de ton envie ou de ta non-envie d'enfant ? Mon premier souvenir ? Je pense que certainement petite, mais je ne pourrais pas dire exactement l'âge. À l'adolescence aussi, je me rappelle très bien, je sais pas, sur les coups de 15 ans, que je m'étais toujours dit que j'aurais minimum 2 enfants. Et puis après, je pense que c'est voir la famille, voir les enfants dans la rue, les enfants des amis qui ont fait que l'envie est devenue de plus en plus présente. En fait, j'ai pas vraiment de souvenir précis. Pour moi, c'est plus une déconstruction, cette histoire. Parce que petite, on projette déjà maman et bien d'autres choses avec tous les jouets hyper genrés et sexistes que t'as dans les catalogues de Noël. Du coup, quand j'étais petite, selon les dires de ma mère, je voulais des enfants et sûrement un mari ou un compagnon. Mais ma particularité, c'était que je voulais 2 chambres séparées, parce que pour moi, ça me semblait impossible de dormir toute la vie avec la même personne dans la même pièce, et de pas avoir sa propre pièce à soi. Et puis après, la réflexion, elle s'est un peu développée au fur et à mesure de mes rencontres amoureuses. Mais je pense que je me suis surtout posé la question parce que les gens autour de moi en parlaient et parce qu'on me le demandait. C'est quoi une vie avec et ou sans enfants ? Pour moi, c'est la joie d'avoir des enfants qui pleurent, qui rient, qui chantent.
Ça permet les rencontres, ça permet d'apprendre aux enfants des choses. Les enfants eux-mêmes peuvent apprendre des choses. Voilà, c'est pour moi une maison plus joyeuse qu'avec un simple couple. Pour moi, une vie avec des enfants, en ce qui me concerne, c'est la vie de famille. C'est-à-dire que je n'aurais jamais imaginé une vie, je parle pour moi bien sûr, une vie de couple sans enfants. Alors peut-être que certains se disent que c'est parce que c'est la norme. Je ne me suis jamais posé la question. J'ai toujours vu des enfants avec le père, la mère. Donc j'ai suivi un petit peu ça, mais sans avoir été vraiment forcée. C'est venu comme ça tout naturellement. Une vie de famille. Ah, la vie, c'était difficile. C'était difficile. Il fallait travailler pour le nourrir. Il fallait semer des pommes de terre. Il fallait bêcher la terre. Ah, la vie, c'était comme ça. Quand j'étais bêcher de terre, semer des pommes de terre, arracher les pommes de terre, je venais toujours avec moi. Tout le temps avec lui, avec l'enfant dans le bras. Quand j'ai traîné avec des nains dans le champ, il aimait bien. Ils étaient élevés comme ça. Presque libre, que je ne pouvais pas le... Et moi, il fallait que je travaille. Il fallait que je travaille pour le nourrir. Quand je travaillais pour moi, puis après je laissais de travailler pour les autres. Si, j'ai travaillé, je le laissais à la maison tout seul. Il était gentil. Quand les enfants étaient petits, il était gentil avec les enfants. Après, il est venu insupportable, tant avec moi que avec eux. Maria, elle n'avait pas le droit de faire rien. Le Kirino, il sortait le soir, il entrait à 1h, 2h du matin, il me spotait moi que c'était ma faute ce qu'il faisait. Il criait tout le temps sur moi. Le dernier mois, le 9e mois, j'étais encore chercher du bois sur ma tête, avec le ventre. J'étais obligée d'aller les chercher pour faire cuire la pomme de terre pour faire la soupe. Pour moi, une vie sans enfant, c'est vraiment le fait d'être libre de tout, des contraintes de temps, de stress et d'une certaine charge mentale. Du coup, ta seule contrainte, c'est celle que tu te fixes inconsciemment et consciemment, et c'est déjà beaucoup pour moi. Et pour moi, la liberté, c'est pas simplement le fait de faire des choses que tu veux faire, c'est de savoir que tu peux les faire si t'as envie de les faire. Quitter un travail, changer de pays, partir en pleine semaine, sortir quand tu veux, à l'heure que tu veux, sans avoir une autre contrainte supplémentaire que toi-même. La seule personne dépendante de toi, c'est toi-même, et c'est déjà un petit boulot en soi. Est-ce que tu aurais pu imaginer une vie sans enfant ? Non, pas du tout. Comme je te disais au début, j'ai toujours voulu des enfants, donc vie sans enfants, pour moi, non. Parce que j'aurais l'impression qu'il me manquerait quelque chose. Comme on disait tout à l'heure, d'apprendre quelque chose à un enfant, de faire de la lecture, de raconter des petites histoires le soir. C'est un besoin que moi j'avais. Donc je n'aurais franchement pas pu vivre sans enfant. Je pense que si on m'avait annoncé que je n'aurais pas pu avoir d'enfant, je l'aurais pas bien pris du tout. Non. Si on se mariait, c'était pour avoir des enfants aussi. Sinon, on ne se mariait pas. Est-ce que tu es ou est-ce que tu as été amoureuse ? Je te pose cette question parce que une des remarques qu'on entend assez souvent si on ne veut pas faire d'enfant, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le bon. Bien sûr que j'étais amoureuse de lui, si je ne me mariais pas avec lui. J'ai été amoureuse de lui. Sans faire rien du tout. Si je tournais rien, je ne voulais plus d'homme. Je ne voulais pas d'homme. On était tranquille. J'étais chez ma mère le temps qu'il fallait. C'est tout. J'étais amoureuse de Vincent. Ah non, je t'avais dit, quand on était au service militaire, il m'a demandé d'être marraine. D'être marraine, c'est pour avoir correspondance l'un avec l'autre. Pour avoir des nouvelles d'un village, des nouvelles de tout. Et moi, je lui avais dit non, je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent. Il faut que je demande à ma mère. Donc après, il a demandé à ma mère si elle était d'accord. Il a dit oui. Pour ma mère, c'était comme que j'étais fiancée de lui. Tu comprends? C'était pas fiancée, mais c'était comme que j'étais promise. Après, c'est parler comme ça. Comme c'est parler, c'est envoyer des lettres lui à moi à lui. Après, il est revenu. Et je me suis mariée en 1953. Oui, pas beaucoup. Le premier que j'ai eu, c'est qu'on m'a monté une baraque. C'est-à-dire que la personne me plaisait, mais comme j'étais vraiment quelqu'un de très très timide,
Ce sont des copines à moi qui sont allées le voir en lui disant que je trouvais qu'il était mignon, patati et patata. Et en fait, on a fini par sortir ensemble. On a dû rester, je crois, une année ensemble, quelque chose comme ça. C'était en 1980. Et puis après, j'ai rencontré papa. J'ai rencontré papa lorsque je travaillais à la Samaritaine. J'ai commencé à travailler là-bas en 1983. Et ce jour-là, en fait, j'étais à la caisse, je crois que c'était au 5e étage, et c'était une cafétéria où tout le monde montait là-haut pour aller fumer, parce que c'est le seul endroit où on pouvait fumer. Il y a une personne qui est venue demander une bière, donc en l'occurrence papa. Et il m'a demandé une bière brune, et moi je lui ai demandé, comme j'avais aucune envie d'être à cette caisse-là, et que j'avais un petit peu envie d'enquiquiner les gens, je lui avais demandé sa pièce d'identité pour savoir s'il avait l'âge pour boire une bière. Et il m'a sorti sa pièce d'identité. Donc on a pu lui servir une bière. Et à la fin de la conversation, il m'a demandé s'il pouvait revenir le lendemain pour me payer un petit coup à boire dans un café qui était juste en bas de la Samaritaine. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, il est venu et puis il m'a attendu au café. J'y suis allée, on a bu un petit coca ou un truc comme ça. Et à la fin, en fait, il n'avait pas d'argent pour payer. C'est-à-dire que c'est moi qui ai payé la consommation. Voilà comment a débuté cette histoire. Oui, je suis amoureuse et j'ai été beaucoup amoureuse. Et pour répondre à cette remarque qu'on m'a aussi souvent faite, j'ai eu une histoire il y a quelques années qui a duré 4 ans et demi avec une très belle personne. On s'entendait super bien et on a vécu de super belles choses ensemble. Et je pense que ça aurait pu durer un long moment. À cette personne, je lui avais dit que je ne voulais pas d'enfant depuis le début de notre relation, comme je l'ai fait avec toutes mes rencontres. Et au bout d'un moment, il a voulu me faire un peu changer d'avis. Pour lui, c'était passé de 0 enfant à peut-être 1 ou à l'adoption. Et je me rappelle de cette scène dans un restaurant, pas loin de l'appart où on vivait ensemble, où il dépeignait notre futur ensemble dans une petite maison près du bassin d'Arcachon avec nos enfants. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est plus ou moins rendu compte qu'il fallait qu'on arrête notre relation parce que lui ou moi on allait être frustrés et c'est pas le but d'une relation. Ça reste pour moi une histoire que je regrette pas du tout et je suis très contente de l'avoir vécue. Et c'est aussi pourquoi moi je me refuse pas des relations avec des personnes qui veulent des enfants, tant que tout est dit depuis le début. Parce que je considère une relation comme 2 personnes qui prennent un train qui va dans une direction. Et à un moment donné, peut-être qu'il y a une des 2 personnes qui va vouloir prendre une direction différente. Mais ça n'empêche pas de faire un moyen, court ou long chemin ensemble. Et tout ça, ça peut faire un joli voyage. Et moi, pour rien au monde, je m'interdirais un joli voyage. Même si la fin est pas la même pour tout le monde. Le fait d'avoir des enfants pour une femme a été, et l'est toujours encore un peu, perçu comme révélateur de son identité de femme. Pour toi, est-ce que l'on devient femme par la maternité ? Non, pas spécialement. Pour moi, je suis devenue femme simplement à partir du moment où j'étais avec papa. Ouais, je pense que c'est pas forcément à travers l'homme, mais le fait d'être sortie d'un cocon qui soit négatif ou positif, mais de voler, entre guillemets, de tes propres ailes, même si c'est avec un compagnon, ça m'a libérée et j'avais plus personne qui m'empêchait de faire les choses que j'avais envie. En étant chez mes parents, je n'ai jamais pu aller au cinéma. Donc c'est vraiment être empêché de faire quoi que ce soit. Là, tu peux pas être une femme, même si tu avais 20 ans ou 30 ans. Si tu es enfermée dans une maison à ne pas pouvoir faire ce que tu veux, tu peux pas te sentir femme. Une fois que tu es sortie et que tu commences à dépenser ton argent comme tu as envie de le dépenser, c'est là, je pense, où tu deviens femme. Tu peux peut-être même être femme sans être obligée d'être avec quelqu'un. Mais je pense pas que le fait d'être mère te permet d'être femme ou plus femme. Il n'est pas nécessaire pour moi d'avoir des enfants pour se sentir femme. Vivre ta propre vie, tout simplement. C'est devenu femme. C'est quand je me suis mariée. Avant, j'étais jeune fille. Et après, j'étais une dame. Comme ça. À partir du moment que je me suis mariée, j'avais le droit d'avoir des enfants. J'avais le droit. Avant, non. C'est papy, il n'a jamais demandé de faire de relation avec lui. Avant le mariage. Jamais. De toute façon, moi, je n'étais pas d'accord. Parce que j'avais peur qu'il me laisse après. Pour moi, réduire la femme à la procréation et à ses organes sexuels et ou reproducteurs, c'est très réducteur. Et ça met surtout de côté beaucoup de personnes, comme les femmes stériles, infertiles, les femmes transgenres, les femmes qui n'ont pas d'utérus, etc. Donc clairement, oui, tu peux être une femme sans être mère, sans avoir de vulve ou d'utérus ou de cycle menstruel. Après, moi j'ai déjà beaucoup de difficultés à définir ce que c'est une femme et si j'en suis une. Par contre, si la question c'est « faut-il être parent pour s'accomplir pleinement ?», alors je dirais que ça dépend de chacun, des envies et des besoins de chacun.
Dans mon cas, non. Je me sens accomplie sans enfant parce que je me nourris à travers beaucoup d'autres choses. Je suis extrêmement curieuse et j'ai besoin de tout ce temps-là pour me nourrir. Et je ne ressens pas du tout de manque ou de vide du fait de ne pas avoir d'enfant. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent ? Je sais pas. Je donne un conseil, c'est que les gens maintenant, ils vivent souvent en conjoint, ne sont pas mariés. S'ils ne sont pas bien, ils se laissent. Ils n'ont pas de divorce à payer. C'est tout. Il faut réfléchir avant. Donc moi, je n'ai pas réfléchi. On se parlait 3 ans. C'est peut-être pas assez pour le connaître comme on devait tout le connaître. C'était un bon travailleur, mais trop dur avec moi. Voilà. Oh, la seule chose, c'est d'essayer de vivre au mieux qu'on peut. Le thème et les enfants, alors je pense que ça, c'est un truc qui est complètement personnel. Et des personnes qui ont envie d'avoir des enfants, ben, c'est très bien. Celles qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, ben, c'est très bien aussi. C'est leur vie à elles, c'est pas la nôtre. Moi, mon rêve, ce serait d'avoir des petits-enfants. Mais ce n'est pas... C'est ma vie à moi personnelle, ce n'est pas la vie que je souhaite. C'est même pas que je souhaite, c'est que ce soit Laura ou que ce soit Jérémy, s'ils veulent faire des enfants, ils en font. S'ils veulent pas faire d'enfants, ils n'en font pas. Les enfants, j'estime qu'ils doivent vivre leur vie à eux et non pas vivre pour faire plaisir à un tel ou à un tel. Voilà, et je pense que dans la vie, c'est ça. Faut avoir envie de faire ce qu'on a envie soi et ne pas écouter ce qui se passe à l'extérieur, tout simplement. C'est comme ça que je le ressens. Je pense que ce que j'aimerais dire aux personnes qui nous écoutent, c'est de bien réfléchir à la question. Quand c'est possible, bien sûr, parce qu'on n'est pas tous et toutes égaux sur cette question. On n'a pas toutes et tous accès à la contraception, à l'avortement, à des accouchements plus ou moins confortables, etc. Mais ça me paraît vraiment important de bien se poser la question, parce qu'on met au monde un enfant, pas sa possession ou sa continuité ou je ne sais quoi, et que comme tout être humain, il aura des envies propres, et qu'avoir des attentes trop importantes sur ce qu'il ou elle sera, ça peut être pénible pour les parents comme pour l'enfant. On fait tous des enfants ou pas, pour des raisons, qu'elles soient familiales, de transmission, de pure envie, de compensation, d'expérience, etc. Je pense qu'on peut retrouver les mêmes raisons dans les différentes réponses. Et bien sûr, tu as le droit de changer d'avis, comme tu as le droit de ne pas changer d'avis. Et encore une fois, il n'y a pas un seul chemin, mais surtout le tien. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment ? Me marier. Je savais que j'étais privée de ma liberté, mais pas autant. Pas autant, je ne pensais pas qu'il allait me captiver de tout ça. Jamais pu mettre pied dans un bail. Jamais pu aller nulle part sans lui. Il me faisait traîner avec lui tout le temps dans le champ. Il y avait une dame qui m'a dit « Michelina, si tu savais la vie de mariée, tu ne te mariais pas. » Je sais qu'est-ce que tu vas me répondre. Parce que la dame, il y avait quelqu'un qui l'avait dit « Si tu savais la vie de te marier, tu ne te mariais pas. » Il se mariait avec un cousin germain. Et elle me dit la même chose à moi. Elle me dit, je sais qu'est-ce que tu vas me répondre. Parce que j'ai répondu ça aussi. Tu voulais te marier aussi. Pourquoi tu me dis ça? C'était pas la même vie. Hein. On se mariait, c'était pas la même. C'était perdu toute la liberté. On était dominés toujours pour quelqu'un d'autre. C'était lui qui dominait tout. C'était lui qui commandait tout. Donc, pour toi, la femme, c'était l'esclave. Comme j'étais tout le temps. J'étais esclave de lui. Je l'ai acheté un jour pour l'anniversaire de lui. Je l'ai acheté le radio. Il m'a dit, je chez le radio. Avec mes sous. Je me dis, c'est pas tes sous, c'est mes sous, moi. Lui, mes sous, moi, c'est moi. Et tu tiens, c'est moi aussi. C'est lui et moi, j'avais rien. C'est la vie comme ça. Aujourd'hui, si c'était aujourd'hui, je ne me mariais pas. Mais t'as de copains. T'as raison. Mais nous ne pouvions pas faire ça. Au Portugal, on ne pouvait pas faire ça. Ouais, bien sûr, je pense qu'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment. Sur le moment ou sur le tard, tu dis que t'aurais pu faire autrement et surtout mieux. Mais je pense qu'au moment T, j'ai fait comme j'ai pu, avec les outils que j'avais et la personne que j'étais. Et aujourd'hui, je suis la personne que je suis grâce à toutes les bonnes et mauvaises expériences que j'ai faites. Donc finalement, non, je pense que j'aurais rien fait différemment. Et je vais finir par une phrase de Nelson Mandela qui résume un peu l'expérience de la vie et qui me parle beaucoup. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Enfin, dernière question. Michelina, Maria, Laura, est-ce que tu es épanouie ? Je ne pense pas. Et je serais incapable de dire ce qui me manque pour l'être. Je pense qu'il y a un moment
jeune, on se sent épanoui. Puis après, je pense que quand on commence à prendre de l'âge, on a l'impression en fait que les choses changent. On a envie d'autre chose, mais on n'ose pas le faire non plus. Donc être épanoui, non, je ne pense pas que je le sois. J'ai pas vraiment d'hobby, j'ai pas vraiment d'envie. Ce qui me manque aussi ici, c'est le contact extérieur. Je sais que je suis pas épanouie, mais je sais vraiment pas quoi faire ou vers quoi me tourner pour l'être. Épanouir? Non. Non, je suis pas heureuse, non. Non, avec lui, non. Je me suis mariée, je suis captivée de tout. Jamais tourner en balle, jamais rien. J'ai pas le droit de sortir. Je suis obligée de rester toujours avec lui. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Travailler, gagner de l'argent, travailler. Il y a toujours au plaisir d'elle. Pas autre chose. C'était elle qui commandait, c'était elle qui dirigeait, il fallait faire ce qu'elle veut. Il m'a dit un jour, si tu ne trouves pas de travail, je vais t'emmener encore au Portugal. Je suis osée. Je vois un peu l'épanouissement comme quelque chose de final ou quelque chose qui s'étale sur une longue période. Du coup, c'est un peu difficile de répondre. J'ai clairement des hauts et des bas dans ma vie, probablement parce que je suis à la recherche constante de ce que j'aime, du plaisir et du bonheur. Du coup, je doute beaucoup et je remets beaucoup de choses en question, ce qui m'amène parfois à des chemins un peu sombres. Mais ça m'aide aussi beaucoup à me dire que la plupart du temps, je suis heureuse à ce moment et à cet endroit précis. Du coup, ouais, je répondrais que oui, je suis au moins heureuse, ouais. Ah, je me suis terminée avec. Là, tu t'es enroulée dedans. Ah, j'ai oublié. J'avais oublié. C'était Môme, de Laura Bois. Merci à ma grand-mère et à ma mère d'avoir accepté de partager leur vie avec vous. J'espère que cet épisode vous aura plu et merci d'avoir patienté pour sa sortie. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager autour de toi, le commenter ou le noter sur iTunes, Apple Podcast, Echo, et tu peux aussi faire un don sur Tipeee, même petit, c'est déjà beaucoup. N'hésite pas à m'envoyer tes remarques, idées ou propositions sur Instagram @mom_podcast ou par mail mompodcast@gmail.com. Enfin, avec le podcast Passé Recomposé, on a préparé un crossover, donc si tu veux en savoir plus sur l'histoire de mes grands-parents et des grands-parents en général, je te conseille ce super podcast. Va y jeter une oreille. À bientôt. Et toi, t'en veux des mômes ?